Bonsoir à tous, bienvenue dans Autrement, une source d'énergie inépuisable, respectueuse de l'environnement et en plus gratuite. Qui n'en rêverait pas? Impossible, me direz-vous, et pourtant, elle existe sous nos pieds à quelques dizaines de mètres de profondeur et on peut l'exploiter grâce à la géothermie. Une technique qui reste encore pas assez utilisée en région bruxelloise et qu'on va vous faire découvrir ce soir. Alors, tous nos invités sont des experts, les invités qui sont avec nous, et je vais leur lancer un défi, à la fois être simple, complet et didactique, pour que vous compreniez tous de quoi il en retourne. Alors, bonsoir Pierre Gérard, vous êtes professeur à l'ULB et spécialiste donc en géothermie. Alors on va le voir, donc c'est exploiter donc la chaleur du sous-sol, puisque dès qu'on descend à une certaine profondeur, le sol a une température constante. Alors j'ai vu entre 10 et 14 degrés quand on est à 20 ou 30 mètres de profondeur, et ça augmente de 3 degrés par 100 mètres. C'est ce que j'ai pu lire sur le site de Brugéo, puisque vous êtes aussi membre de Brugéo. C'est une association qui promeut la géothermie. Et il y a donc deux types de géothermie. On va voir des petits schémas pour vous faire comprendre. On va d'abord commencer par la géothermie fermée. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Donc voilà, tout d'abord la géothermie, c'est une énergie renouvelable qui permet de chauffer et de refroidir des bâtiments. Et donc le principe de la géothermie, c'est d'aller utiliser la chaleur naturelle du sous-sol. Et donc comme vous l'avez bien dit, au-delà de 15 mètres de profondeur, généralement on considère que la température du sous-sol reste constante, qu'elle ne varie pas au cours de la journée et qu'elle ne varie pas avec les saisons. Et donc effectivement, on peut considérer qu'on a entre 10 et 14 degrés entre 15 et 100 mètres de profondeur. Ouais, et donc on utilise deux types de géothermie. Alors on commence avec cette géothermie fermée. J'espère qu'on va voir le petit schéma. Alors voilà, expliquez-nous comment ça marche. Alors le principe est de tout d'abord creuser un forage vertical à une centaine de mètres de profondeur dans lequel on va installer un échangeur. Donc généralement c'est un tube en U comme on peut le voir sur l'écran, et on va faire circuler un fluide qui va se réchauffer au contact avec le sous-sol. Et donc on va l'injecter à une certaine température et il va remonter en surface de l'autre côté de plus chaud que la température d'injection. Et cette différence de température va être utilisée pour réchauffer le bâtiment en hiver. En été, on va inverser le processus, on va injecter les calories dans le sous-sol, le fluide va ressortir plus froid, et ce qui va permettre de refroidir le bâtiment. Alors ça c'est pour le système fermé, et puis il y a aussi le système ouvert. Alors dites-nous là, est-ce que la technologie est vraiment tout à fait différente ou pas ? Alors le principe est toujours le même, c'est d'aller chercher en hiver un fluide plus chaud en température. Et donc ici on va aller pomper de l'eau directement dans un aquifère que l'on va trouver dans le sous-sol. Donc on dit une nappe phréatique ? Dans une nappe phréatique, un aquifère. Et donc on va extraire cette eau du sous-sol, l'injecter dans une pompe à chaleur, on y reviendra sans doute plus tard dans l'émission, et puis réinjecter le fluide qui sera alors plus froid dans le sous-sol, dans un autre puits situé plusieurs mètres plus loin. Alors Mathieu Agnel, bonsoir. Vous êtes hydrogéologue et expert à Bruxelles Environnement. Alors pour aller puiser dans ces nappes phréatiques, il faut finalement, elles sont à des profondeurs différentes. Là encore, on va voir un petit schéma. Donc pour aller puiser cette eau-là, on peut aller à différentes profondeurs. Effectivement, donc on a principalement 3 nappes exploitables à Bruxelles. Voilà, on le voit actuellement. Voilà, donc nappe 1, nappe 2, nappe 3. La première nappe est en fait la nappe phréatique qui est donc il y a cette particularité d'être directement rechargée par les eaux pluviales. Donc la goutte d'eau tombe sur le sol et va s'infiltrer jusqu'à cette nappe-là. Voilà, donc c'est celle qu'on pense en premier pour un système ouvert. Mais on a également 2 autres nappes qui sont des nappes dites captives en fait, qui ont cette caractéristique d'être recouvertes par des couches d'argile. Alors c'est ce qu'on voit ici, c'est les petites couches qu'on voit qui sont un peu plus sombres et qui donc sont assez intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins vulnérables, elles sont d'une qualité bien meilleure étant donné que une contamination de surface ne peut pas les atteindre.
Donc on va avoir une première nappe, donc la nappe numéro 2, qui va être une nappe plutôt dans des formations de sable, exactement comme la nappe phréatique. Et la dernière nappe qui est assez intéressante et dont le potentiel est encore assez méconnu, mais on y travaille. Donc là, qui est une nappe dans des formations rocheuses fracturées. Donc en fonction du degré de fracturation, on va avoir une productivité plus ou moins bonne. Ouais, alors juste un mot encore, Pierre Gérard, pour l'instant, il y a plus de systèmes fermés que de systèmes ouverts à Bruxelles. Oui, alors je pense que 85% des installations aujourd'hui à Bruxelles sont des systèmes fermés. Ouais. Il y a plusieurs raisons à cela. La géologie est mieux connue, en tout cas pour les systèmes fermés. Pour les systèmes ouverts, ça nécessite des études hydrogéologiques un peu plus approfondies pour connaître exactement la quantité d'eau qu'on peut pomper d'un aquifère. Et d'autre part, les systèmes ouverts ne deviennent intéressants que pour des bâtiments d'une certaine taille, d'une certaine envergure, avec des gros besoins énergétiques. Et c'est uniquement dans ce cas-là qu'ils deviennent financièrement intéressants. Donc dans une maison unifamiliale, on ne va pas aller vers un système ouvert, par exemple. Alors Jacques Verkreuz, bonsoir, vous êtes vous un installateur donc, de systèmes géothermiques, vous représentez la société GeoGreen sur ce plateau. Alors parlons de systèmes fermés puisqu'ils sont plus nombreux ici en région bruxelloise, donc on fait des forages mais il en faut plusieurs pour pouvoir alimenter la maison. Oui, c'est exact. En réalité, il faut faire un calcul. Tout se calcule. Donc, dès le moment où on connaît la composition du sous-sol, on peut calculer la quantité d'énergie qu'on peut en extraire via ce qu'on appelle une sonde géothermique. C'est le terme utilisé pour capter cette chaleur. Maintenant, en fonction des besoins du bâtiment, eh bien, tout simplement, si avec une sonde on n'a pas assez, eh ben, on en mettra une deuxième, une troisième, une quatrième, et jusqu'au moment où on aura couvert l'entièreté des besoins du bâtiment. Et on peut dire, là, il faut un forage par quelle surface? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou c'est trop compliqué? Ça dépend vraiment de la qualité du sous-sol? Ça dépend de la qualité du sous-sol, premièrement, mais c'est aussi de la qualité du bâti. Si vous me dites pour une maison de 200 mètres carrés, si je vous dis il faut 2 forages, mais si le bâtiment n'est pas bien isolé et qu'il faut plus de calories pour arriver au même confort, eh ben, il faudra peut-être alors, au lieu de 2, 3 ou voire 4 sondes géothermiques pour pouvoir pallier à la demande d'énergie. Oui, et donc pour un grand bâtiment, ça peut aller jusqu'à combien de forages? C'est plusieurs dizaines, j'imagine. Bien sûr, il y a des bâtiments où on arrive, ici à Bruxelles, où il y a plusieurs dizaines, jusqu'à 100, 150 forages qui ont été réalisés, jusqu'à 100 mètres de profondeur, pour pouvoir pallier à des bâtiments de bureaux, par exemple. Vous voyez? Oui, alors on parlera du coût dans l'émission, évidemment, puisque ça coûte plus cher qu'une installation normale. Alors je vous l'ai dit, les systèmes géothermiques sont rares chez les particuliers. On en a quand même trouvé un. Nous allons faire connaissance tout de suite avec Mathieu. C'est un pionnier qui a installé la géothermie dans sa maison à Ixelles. On la découvre maintenant. Alors c'est une belle demeure bruxelloise qui a subi une rénovation totale. Et lui, il cherchait avec sa famille à se débarrasser des énergies fossiles. Il a donc pensé à la géothermie. Il a beaucoup cherché. Son installation, on la découvre. La voilà. Et vous allez voir dans un instant des tuyaux noirs, on va les découvrir tout de suite. Ça, c'est l'arrivée du circuit géothermique. Et hier, malgré le froid, le thermostat affichait 20 degrés, vous le voyez. Alors, c'est un système fermé qu'il a installé, 6 sondes dans son jardin à 105 mètres de profondeur. Ça suffit à chauffer la maison, un chauffage par le sol, mais au cas où, il y a tout de même un plan B. C'est vrai que notre chauffagiste n'étant pas tout à fait à l'aise avec l'idée de la géothermie, on a quand même laissé au tout début une arrivée pour l'installation d'une chaudière gaz au cas où la chaleur du sol n'aurait pas été suffisante pour chauffer la maison, mais ce n'est pas le cas. Ouais, il y a aussi un feu à bois qui peut venir en appoint. Tout à fait. Donc ici, on a un système DDG en fait, qui s'occupe de récupérer l'énergie du feu pour donner un coup de main à la pompe à chaleur en cas de gros gel. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Parce que vous n'avez jamais eu froid jusqu'ici? Non, jamais. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que la maison soit bien isolée. C'est évidemment important. Et d'ailleurs, la première chose à faire lors d'une rénovation. Et pour le reste, ça fonctionne tout à fait bien. Ouais, voilà. Alors quand on voit ça, M. Verkreuz, on a l'impression que c'est plus facile pour des bâtiments neufs. Quand il s'agit de rénovation, ça demande des travaux très très lourds.
Ça, je ne pourrais pas aller jusque-là. Simplement, les calculs à faire sont beaucoup plus délicats. Parce que quand vous commencez par une feuille blanche, c'est plus facile, évidemment, de pouvoir faire les calculs que l'on souhaite et en fonction du bâtiment que l'on construit. Quand c'est une rénovation, il y a des données qu'on ne connaît pas, parce que c'est souvent très ancien, et donc le bâti est un petit peu un point d'interrogation, et à ce moment-là, nous devons faire des hypothèses. C'est à ce moment-là que ça devient plus délicat. Ouais. Mais c'est ma spécialité. Le bâti ancien, c'est super. Ouais, je voudrais quand même qu'on voit une photo qui nous a été envoyée par le propriétaire de la maison. C'est une photo du chantier d'installation des sondes. Alors on le voit, le jardin, il est sans dessus-dessous. Il y a des grosses machines qu'il faut tout de même amener dans ce petit jardin XLois. C'est pas simple, hein, on va le dire. Quoi. Non, c'est vrai, ce n'est pas simple et c'est un peu, comment dirais-je, le plaisir de trouver la technique adéquate pour y arriver. Et j'ai toujours la phrase à la bouche, yes, we can. Ouais, okay, comme Barack Obama. Alors Mathieu Agnel, est-ce qu'il faut un permis pour installer maintenant de la géothermie dans sa maison? Tout à fait, donc il y a vraiment un cadre réglementaire particulier pour la géothermie en région bruxelloise. Ouais, c'est nouveau, hein, paraît-il. Je dirais que le cadre a changé récemment, depuis ce début d'année. Et donc maintenant, il faut un permis d'environnement en fait, qui est délivré par l'autorité compétente qui est Bruxelles Environnement pour mettre en œuvre un système géothermique, que ce soit pour un petit projet, donc une maison unifamiliale ou un gros projet, et aussi que ce soit pour un système fermé ou un système ouvert. Je dirais juste une chose, c'est que le système ouvert est peut-être demande une instruction un peu plus longue. Donc voilà, on peut avoir une petite différence à ce niveau-là. Alors pourquoi est-ce que Bruxelles Environnement demande un permis d'environnement? C'est simplement c'est un peu la face cachée de la géothermie. Il y a certains impacts environnementaux qui sont liés. Donc, par exemple, la pollution de la nappe phréatique, ça, c'est un élément dont on doit tenir compte quand on fait un système où on va puiser dedans? Effectivement, ça c'est un des impacts, c'est peut-être l'impact majeur. On a vu donc le petit schéma au début de l'émission avec ces trois nappes. La nappe phréatique, malheureusement, est caractérisée par la présence de certaines pollutions d'une qualité qui est bonne à médiocre, donc des pollutions qui sont historiques, industrielles, qui sont issues du passé historique de Bruxelles, et aussi des pollutions plus récentes. Et donc tout l'enjeu ici, c'est d'éviter qu'il y ait des connexions entre ces différentes nappes, et donc surtout d'amener une pollution de surface dans la nappe phréatique jusque dans les deux autres nappes plus profondes. Donc ça c'est un impact majeur, mais il y a d'autres impacts qui sont aussi importants, des impacts thermiques, des impacts sur les niveaux de nappe. C'est relativement technique, mais voilà. Donc il y a différents points d'attention, et c'est ce que fait Bruxelles Environnement au niveau d'un projet géothermique, c'est de vérifier que ces impacts soient maîtrisés en fait. Alors pour faire un bon projet, on l'a bien compris, il faut connaître la nature du sol, et on est en train d'étudier, c'est Brugéo qui le fait, il étudie la nature du sol bruxellois pour le connaître encore mieux. Alors il y a un peu plus d'un an, on avait eu l'occasion de suivre une opération de forage à Anderlecht. Je vous propose de voir tout de suite une partie de ce reportage. Le forage n'a atteint jusqu'ici qu'une trentaine de mètres de profondeur. L'objectif, c'est 120 mètres au travers d'une roche de 520 millions d'années, à la recherche du potentiel énergétique inexploité du sous-sol anderlechtois. On cherche des roches qui ont une bonne capacité à transférer cette chaleur. Et on cherche aussi de l'eau, parce que quand on a de l'eau, les capacités thermiques des roches augmentent. Et en même temps, l'eau va déterminer le type de système, le type d'installation qu'on va pouvoir mettre en place pour l'exploitation. À cette profondeur, la température est constante, 14 degrés environ. Et la chaleur ainsi récupérée est utilisable dans un système de chauffage. À Anderlecht, toutefois, le forage ne sera jamais exploité. Il est réalisé à des fins expérimentales. Alors Pierre Gérard, les conclusions, elles sont plutôt bonnes par rapport à ce forage. Alors oui, donc l'objectif de ce forage à Anderlecht, c'était d'investiguer des couches plus profondes que celles qui sont généralement utilisées pour la géothermie. Des couches rocheuses, alors qu'au-dessus, on a plutôt des sols plutôt mous.
Et donc ici, dans ce forage à Anderlecht, effectivement, nous avons trouvé des grandes venues d'eau qui peuvent être utilisées pour des systèmes ouverts géothermiques. Ouais. Alors Mathieu Agnol, c'est ça qui est particulier, c'est que suivant l'endroit où on se trouve à Bruxelles, il va falloir creuser plus ou moins profondément pour trouver ces roches profondes. Donc effectivement, enfin, si on parle bien du système ouvert, il y a effectivement une étude de faisabilité qui doit être réalisée, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le système fermé, pour vérifier qu'une nappe est présente. Enfin, on sait que les nappes sont présentes, mais surtout que cette nappe est suffisamment productive pour qu'un débit suffisant permette d'alimenter la pompe à chaleur. Donc en fonction des besoins du bâtiment, et surtout si les besoins sont relativement élevés, il va falloir vérifier que la nappe qui est en dessous et qu'on souhaite exploiter sera suffisante en termes de production. Parce que Bruxelles étant ce qu'elle est, il y a des endroits où on doit creuser très profondément et d'autres beaucoup moins profondément. Tout à fait. Donc la nappe phréatique est relativement proche de la surface. On voyait sur le schéma qu'on était à entre 0 et 50 mètres de profondeur pour l'atteindre. Le problème de cette nappe qui est assez productive, c'est qu'elle n'est pas présente partout en région bruxelloise. Et donc on doit se reporter sur les nappes plus profondes. La deuxième nappe captive a la particularité d'être présente partout, mais à une productivité qui peut être limitée. Donc pour des gros bâtiments, on va peut-être être limité. Et donc reste plus que ce fameux socle, donc cette dernière nappe où il y a beaucoup d'aléas sur cette productivité. Et donc un forage comme Anderlecht prouve que on peut quand même arriver à avoir de très très bons résultats à ce niveau-là. Ouais, et donc il y a une cartographie digitale qui est en cours de réalisation, qui doit permettre de mieux cerner donc l'importance du chantier à mener en géothermie. On va réécouter Estelle Petitclerc que j'ai été voir hier. Elle avait plus de casque, là, elle était en habit civil et donc elle est donc géologue au service géologique de Belgique. Et écoutez, on lui a demandé à quoi allait servir cette carte. Ça va servir à donner aux installateurs, aux foreurs, toutes les informations, toutes les caractéristiques thermiques et hydrogéologiques du sous-sol à Bruxelles pour les aider pour dimensionner les systèmes géothermiques. Oui, donc ça veut dire que grâce à cette carte, on tapera une adresse et on saura à peu près ou très précisément la composition du sol. Oui, c'est l'idée, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un log en géologie, donc d'avoir la succession des couches que vous allez rencontrer et leurs paramètres thermico-physiques. Oui, parce que là, c'est vrai, vous devez connaître le sol. Alors, comment vous faites? Est-ce que vous avez... comment on fait pour connaître exactement ce qu'on peut trouver en sous-sol, M. Verkruijs? Ah bien, écoutez, nous avons la chance en Belgique d'avoir un service géologique qui travaille depuis plus d'1 siècle et qui était un des premiers au monde sous l'impulsion de Léopold II. Et c'est grâce à lui que tout ce service géologique s'est développé et a permis avec le temps, chaque fois qu'il y avait un forage, de pouvoir recueillir des échantillons et comme ça, ainsi de suite, avec le temps, de se faire une idée assez précise de la géologie, pas seulement qu'à Bruxelles, mais pour toute la Belgique. Et puis après ça pour le Congo, mais c'est une autre histoire. Ouais, parce que ça doit permettre aussi de ne pas surdimensionner, on imagine, les installations, cette cartographie. Selon vous, parce que j'ai entendu que parfois on avait tendance à surdimensionner pour être sûr qu'effectivement il y aurait la chaleur que l'on souhaite. Je dirais qu'effectivement, en fait, il y a deux aspects sur ce projet Brugéo, sur cette cartographie. C'est, comme le disait Estelle Petitclerc, c'est donner des informations, des paramètres par défaut, des paramètres théoriques qui vont rentrer dans le dimensionnement du système fermé ou du système ouvert pour correctement le dimensionner. C'est pas tant le surdimensionnement qui pose problème, c'est plutôt le sous-dimensionnement. Mais bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et ça c'est important de le mentionner, c'est outre je dirais le profil, la cible expert qu'on souhaite viser clairement sur ce projet-là, enfin sur cette cartographie, sur cet outil, c'est aussi les gestionnaires de projets, donc les architectes, des gens qui ne sont pas des techniciens, mais qui sont à la manœuvre pour mettre en œuvre un système géothermique et qui ont besoin de toute l'information réglementaire, permis, sur qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement pour mettre en œuvre un projet géothermique. Ouais. Alors, Monsieur Verkruijs, parlons prix maintenant, parlons sous. Alors, quand je discutais avec Mathieu, il me disait que ça m'a coûté à peu près 2 fois plus cher qu'une installation classique. Vous confirmez? Parfois, ça peut être même beaucoup plus s'il faut plus de forage. Je pense que d'abord que vos informations sont exactes, c'est plus ou moins le double du prix. Mais je pense qu'il faut plutôt voir ça en prix par watt
de chaleur apportée à la maison. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est effectivement plus cher, mais par exemple, tous les émetteurs de chaleur dans la maison, donc les radiateurs, les planchers chauffants, etc., c'est équivalent que ce soit au gaz ou avec une pompe à chaleur géothermique de surcroît. Mais par contre, on se rend compte que le prix de l'installation, c'est surtout le prix du forage qui fait augmenter la facture en la multipliant par 2. Mais vous retrouvez ça dans le temps, puisque c'est une installation qui est beaucoup plus performante et donc qui consomme beaucoup moins d'énergie à l'utilisation. Et c'est pour ça que c'est toujours rentable. Oui, alors une question encore, là c'était un chauffage par le sol. Est-ce qu'on peut utiliser cette technique avec des radiateurs classiques? Alors, chez moi, j'ai fait l'expérience. C'est une vieille maison du 19e siècle avec des vieux radiateurs et cela fonctionne très très bien. Donc il y a moyen de le faire, pour autant qu'on fasse ces calculs et qu'on soit sûr que le dimensionnement du radiateur dans la pièce soit évidemment suffisant. C'est sûr que vous avez un tout petit radiateur de rien du tout dans une énorme pièce, ça ne va pas aller. Donc il faut parfois multiplier le nombre de radiateurs par rapport à une installation Voilà, plus il faut classique. adapter la surface et la capacité des radiateurs en fonction des pièces que l'on veut chauffer, tout simplement. Alors il y a un endroit qui concentre 3 installations en système ouvert. Vous le connaissez bien, vous Mathieu Agnel, c'est le site de Tour et Taxi. On va voir tout de suite ces bâtiments. Il y en a 3 qui sont sur le même lieu. Donc il y a la gare maritime, on vient de l'inaugurer, où il y a un système ouvert. Il y a le bâtiment de Bruxelles Environnement. Et puis juste à côté, il y a le bâtiment de l'administration flamande. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque là, Pierre Gérard, qu'il y ait trop d'installations et que finalement la ressource souterraine ne suffise plus? Mais effectivement, donc comme vous l'avez dit, c'est 3 systèmes ouverts dans une zone très proche. Et donc le risque dans ces cas-là, c'est que les 3 installations aillent puiser dans la même ressource naturelle, dans la même nappe souterraine, et donc que le niveau de l'eau diminue trop fortement et que la nappe n'ait pas la possibilité de se régénérer naturellement. Et tout cela, ça s'étudie. Il y a des experts en hydrogéologie et c'est pour ça aussi qu'il y a des demandes de permis qui derrière toutes ces installations. Sur ce site de Tour et Taxi, c'est important de mentionner que la 3e installation, celle de la gare maritime, quand elle a voulu faire les premières démarches pour un système ouvert, a reçu comme message de Bruxelles Environnement, qui est l'administration qui délivre les permis, de dire attention, il y a déjà 2 installations qui pompent dans une certaine nappe, allez plus profondément, allez chercher dans un autre aquifère, dans une autre nappe, comme ça il n'y a pas de danger d'interaction trop forte. Ouais. Mais il y a le risque, si on multiplie les installations, qu'à la fin, les nappes ne suffisent plus, Mathieu Agnel. Il y a, comme l'a dit Pierre, il y a effectivement ce problème je dirais quantitatif de l'eau. Alors il y a quand même un équilibre. Hein. Ce qu'on pompe, on le rejette. Donc il y a vraiment un bilan zéro. On rejette dans la même nappe, oui. Tout à fait, ouais. Donc il y a un bilan égal à 0. Hein. Néanmoins, on va vraiment perturber complètement les écoulements et donc il se peut qu'effectivement une installation mise à côté de l'autre pose problème. Mais outre ça, il y a aussi les panaches thermiques qui sont générés par les rejets. Donc par la réinjection, donc on va rejeter de l'eau chaude en été, puisqu'on va prendre les calories du bâtiment, l'énergie du bâtiment, on va la rejeter dans le sous-sol. Et en hiver, c'est l'inverse, on va utiliser l'énergie du sous-sol. Le fluide va permettre donc de réchauffer le bâtiment et on va rejeter donc un fluide refroidi, un fluide appauvri de ses calories. Et donc il faut voir ça comme des panaches comme de la fumée, hein, vraiment, donc des panaches de chaleur. Et l'idée c'est que ces panaches ne se recoupent pas, donc le panache de chaud ne recoupe pas le panache de froid, et qu'un bâtiment ne vienne pas perturber thermiquement un autre bâtiment qui est équipé de géothermie. Donc là, il y a un moment donné, il faut éviter les conflits d'usage et partager la ressource pour que toutes ces installations utilisant la même ressource puissent coexister, quoi. Alors dernière question, Monsieur Verkreuz, on parle d'une source d'énergie inépuisable et en plus gratuite. Comment ça se fait qu'elle est encore si peu connue et si peu utilisée selon vous? Même si on sent qu'il y a un trend pour le moment. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle n'est pas tellement connue. Et en même temps, l'année 2019 a été assez prolixe. Donc, on
on sent qu'il y a vraiment un changement dans les mentalités. Par exemple, on ne subsidie pas les forages, il n'y a pas de subside pour l'instant à l'installation, si ce n'est la pompe à chaleur, hein, voilà, mais par rapport à l'installation elle-même de géothermie. Effectivement, la pompe à chaleur est subsidiée, donc, hein, mais pas les forages. C'est peut-être un petit peu dommage dans le sens où, avec les forages, on a une installation beaucoup plus performante, donc elle devrait peut-être être plus subsidiée, d'autant plus que, comme le dit la Fédération de la construction, eh bien, tout simplement, dès le moment où on subsidie le forage, c'est carrément le travail qui se fait par des Belges ici en Belgique. Ouais. La pompe à chaleur, c'est fait en Chine. Donc, alors, voilà. oui, dernière question, on est quand même très en retard, hein, par rapport à certains pays, hein, Pierre Gérard. Ben oui, si on regarde les pays limitrophes, l'Allemagne, la Suisse, quelques pays scandinaves, mais évidemment la géothermie est beaucoup plus dans la culture de ces pays, on est beaucoup plus utilisé. Également, si on regarde à l'échelle de Bruxelles, ça décolle tout doucement, mais on est en retard dans l'utilisation par rapport à la Flandre où ça s'est popularisé ces dernières années. Donc voilà, on n'est pas en avance à Bruxelles avec l'utilisation de la géothermie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas d'avoir relevé le défi, hein, puisqu'on a évité au maximum les termes jargonnants. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Autrement, c'est terminé. Je vous retrouve bientôt avec beaucoup de plaisir.